Merci d'être là. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qui sont les impacts environnementaux de l'IA et comment on peut faire pour les minimiser, les réduire. On l'a vu, vous avez entendu la keynote de ce matin, les outils d'IA sont présents partout. Maintenant en agilité, on a des outils qui peuvent nous aider. Et puis ça peut aussi être le sujet à développer, c'est-à-dire on peut avoir un projet où on développe une IA ou un outil à base d'IA. Et pour ça, eh bien, il faut pouvoir aussi voir cet aspect qui est la réduction de l'impact environnemental de l'IA. On va commencer rapidement par une présentation de ce que c'est que l'impact environnemental de l'IA. Alors du coup, les impacts environnementaux de l'IA, ils sont pluricritères. On entend souvent parler du changement climatique qui est lié du coup aux émissions de CO2. Ces émissions, elles sont en bonne partie dues à l'utilisation d'électricité et donc à la production d'électricité. En fonction des pays, on peut avoir différents mix électriques composés de charbon, de nucléaire ou d'énergie renouvelable par exemple, qui vont plus ou moins émettre de CO2. On a aussi beaucoup d'utilisation de métaux pour notamment fabriquer les composants. Il y a beaucoup aussi d'utilisation d'eau douce pour participer à ce processus de fabrication de composants et aussi pour refroidir les data centers. Et donc en tout, on a à peu près 14 indicateurs environnementaux qui sont recommandés par l'ADEME, et donc pas uniquement le changement climatique qui est un des impacts les plus importants, mais pas le seul. Et donc l'impact du numérique, il est lié aux équipements physiques qui sont nécessaires pour faire tourner un service numérique et à l'ensemble de leur cycle de vie. Donc un service numérique, il est basé sur 3 tiers qui sont les terminaux des utilisateurs, le réseau et les serveurs. Et pour fabriquer et pour utiliser du coup, tous ces équipements physiques, ils ont un impact depuis l'extraction des matières premières, leur fabrication, distribution, utilisation et fin de vie, donc tout au long de leur cycle de vie. Ça, c'est super important. Le carbone reste un bon proxy aussi de l'ensemble des 14 critères. Parce que des fois, c'est compliqué de les mettre en place, les 14. Pourquoi l'IA est si problématique? Elle a un cycle de vie particulier dans un produit d'IA, dans un produit numérique, puisqu'elle va commencer par une phase d'initialisation. On va prendre de la data et on va pouvoir avec ça entraîner, faire la conception. Là, ça marche pour un projet qui est je crée une IA from scratch, comme j'ai un projet où je vais prendre une IA qui existe. On va pouvoir, la phase d'init, choisir son modèle. La data, ça va être éventuellement du fine-tuning et du réentraînement qu'on voit en phase 7, qui va permettre d'améliorer un petit peu le système. Donc elle a un cycle un peu particulier. Et donc une complexité. Ça demande aussi des puissances de calcul assez phénoménales, et beaucoup d'utilisateurs, puisqu'il y a une adhésion, vous pouvez le voir ici en bas, là. Il y a une adhésion ici, c'est en quelle durée sont arrivés à 100 millions d'utilisateurs ces différentes plateformes. On retrouve Netflix qui a mis à peu près 10 ans à arriver à 100 millions. ChatGPT a mis 2 mois. On voit bien le côté exponentiel de l'utilisation et de l'adhésion. Donc l'évolution est très forte. Aussi, pour les entraînements, on voit une estimation qui a été faite sur une étude de l'entraînement de GPT-3, qui était à 552 tonnes d'équivalent CO2 carbone. Les inférences chaque mois de ChatGPT, c'est déjà 10 000 passées tonnes de CO2 carbone. Et l'entraînement de GPT-4, c'est déjà 22 080. Vous voyez aussi une tendance qui va vers un petit peu l'exponentiel et qui fait que, oui, on essaye d'entraîner des modèles de plus en plus gros et des choses de plus en plus massives. Et forcément, à l'entraînement, ça coûte, mais aussi à l'usage. Beaucoup. Et donc, du coup, ça c'était à l'échelle d'un seul modèle, mais en réalité, il existe vraiment des centaines, voire milliers d'applications et de modèles différents. Et donc, globalement, on a quelques chiffres qui montrent que cette consommation, elle est exponentielle à l'échelle mondiale. Et on le voit notamment via la consommation d'énergie des data centers, où la part de l'IA a commencé à apparaître en 2023, du coup, avec l'arrivée de ChatGPT. Et on a différents scénarios et des projections qui nous montrent la consommation en 2050. Et on peut voir que selon 2 scénarios différents, on a une consommation qui sera multipliée par 5 ou par 10. Donc par 5, c'est la projection standard, qui imagine que la progression de l'IA va se faire de manière un peu raisonnée, uniquement pour les cas qui sont vraiment rentables et utiles. Et donc on a déjà une multiplication par 5. Et le scénario de forte adoption, il considère qu'on aura la même croissance qu'on a eue entre 2023 et 2025 jusqu'en 2050, ce qui fera une énorme augmentation de consommation d'énergie d'ici là. Difficile de faire tout ça de manière soutenable et durable. Une de nos bases et une de nos croyances fortes, c'est d'intégrer dans une méthodologie pour prendre en compte ces impacts environnementaux, et on l'a défini un petit peu comme ça pour être très simple. Il n'y a qu'un seul slide sur cette partie d'ailleurs. Un projet, ça a des nécessités, un budget, des qualités,
de sécurité, des délais à respecter, mais on voudrait injecter aussi et intégrer au même niveau que le reste les impacts environnementaux comme étant des requirements projet, des nécessités, des objectifs projet et des contraintes projet. Et pour ça, on vient avoir dans deux parties, alors qu'on va retrouver ici, hein, le cadrage et l'initialisation qui a représenté une bonne part. On va pouvoir estimer, faire des prédictions sur notre projet, il va consommer combien et quel impact il risque d'avoir. On va pouvoir projeter aussi plusieurs scénarios et puis choisir le scénario qui va être le plus cohérent par rapport à nos décisions qu'on a en termes de soutenabilité. Et ça va pouvoir servir de go-no-go. Ensuite, sur ces scénarios, on va pouvoir définir des objectifs, choisir les actions pour atteindre ces objectifs. Pour ça, on a de l'outillage, EcoMindAI, qu'on vous présentera rapidement après, et un repository, donc un recueil de best practices, donc de meilleures pratiques, de comment faire dans différentes catégories, on le reverra aussi tout à l'heure. Et ça va nous permettre, en fin de chaîne, de définir des KPI, des PKI, associés au ROI qu'on a appelé, ce sont les retours sur investissement d'impact. C'est pour associer et le retour sur investissement et l'impact. Et après, on va pouvoir se lancer dans le cycle projet, pendant le projet, le build et le run, et itérer, bien sûr, c'est-à-dire mesurer un petit peu ce qu'on a fait, et là aussi, on a des outils pour le faire, et revenir, comparer aux KPI, les suivre, et puis voir si on doit changer nos objectifs et revoir les actions, comme on le ferait pour un budget, pour de la qualité ou de la sécurité. Même titre que tout ça. Ça, pour nous, c'est hyper important de pouvoir prendre conscience de ça et de l'intégrer dans les méthodologies de développement projet. Et donc, comme on l'a vu dans la méthodologie, il y a plusieurs étapes où on a besoin de mesures et d'estimations pour prendre des bonnes décisions. Donc la mesure et l'estimation sont super importantes pour justement avoir une idée des impacts et de prendre de bonnes décisions. Elles sont utiles dès le début du projet pour faire des estimations a priori et donc pouvoir comparer différentes configurations et prendre des décisions de go, no go en fonction des impacts estimés. Et aussi en mesure de suivi au cours du projet pour vérifier que les impacts sont cohérents avec les objectifs qu'on s'était fixés. Du coup, on va vous présenter différents outils très rapidement, mais on a mis des petits QR codes si vous voulez prendre des photos ou aller voir directement. Ces premiers outils, c'est plus des outils de suivi d'impact. D'abord, on a le wattmètre qui du coup n'est pas spécifique à l'IA, mais il est très utile dans le cas où on a directement accès au serveur ou que le fournisseur nous donne accès. C'est le moyen de mesure le plus précis qu'on puisse avoir. Et donc, puisqu'il est directement connecté au serveur, il nous donne la consommation d'énergie du serveur. Mais la plupart du temps, on n'a pas directement accès à nos serveurs. Et dans ce cas-là, on peut utiliser des outils comme Code Carbone, qui est un wattmètre logiciel. C'est une librairie Python qui permet du coup de suivre la consommation d'énergie de la machine en termes de GPU, CPU et de RAM. Et ces deux outils, ils mesurent du coup uniquement la consommation d'énergie de la phase d'utilisation du matériel. Si on n'a pas accès au code ou aux infrastructures, on peut utiliser des plateformes d'estimation comme Green Algorithm, qui est du coup aussi du suivi, mais plus sous forme d'estimation, parce que c'est du déclaratif où on va décrire une infrastructure qu'on a utilisée et un temps d'exécution pour avoir des estimations qui prennent en compte du coup la consommation d'énergie et aussi l'empreinte carbone. Et enfin, on a Boa Vista API, qui est une application assez similaire, qui est basée sur de l'open data et qui prend aussi en compte d'autres impacts, pas que le changement climatique, et aussi la phase de fabrication du matériel, qui a du coup un scope plus complet que les autres outils précédents. Ensuite, on a des outils qui sont plus spécifiques sur la phase de prédiction, donc pour faire des estimations a priori. Il y a l'outil EcoMindAI dont on parlait au début, qui est l'outil qu'on a développé en interne dans l'équipe Sustainable AI de Raise. Le but, c'est d'estimer l'impact d'un projet IA dès les premières phases du projet et de faire des comparaisons de configuration. Il est spécifique à certains types d'IA, la classification, la régression et les LLM, donc la génération de texte. Et il permet de faire de la prédiction en multicritères et en prenant en compte différentes phases, donc l'utilisation et la fabrication du matériel. Ensuite, il y a l'outil open source Ecologits, qui est un peu similaire, uniquement spécifique au LLM, donc génération de texte, et qui est plus orienté celui-là pour les utilisateurs finaux. Donc, par exemple, on peut dire j'utilise ChatGPT pour écrire un tweet, quels sont les impacts environnementaux associés, si j'utilise à la place du Mistral, quels sont les impacts. Et donc c'est plutôt orienté utilisateurs finaux. Il y a AI Energy Score qui est un outil plus de comparaison
de l'efficience de modèle. Donc il y a 10 tâches spécifiques comme la génération de texte, du résumé, la génération d'images. Et dedans, il y en a différents modèles qui sont comparés en utilisant du coup un framework standard pour utiliser les modèles dans les mêmes conditions et voir l'impact de l'inférence. Et le dernier outil qu'on a, c'est les Calculate Cloud et Provider, qui sont souvent basés uniquement sur le carbone, donc on n'a pas directement la consommation d'énergie, et qui ne sont pas forcément comparables entre différents providers, puisqu'ils ont chacun leurs différentes techniques, leur méthodologie de calcul, qui ne sont pas toujours transparentes. Et du coup, on va faire un petit focus sur Ecomind AI, comme c'est l'outil qu'on a développé. Donc, on a une première partie d'interface pour décrire notre projet d'IA. Donc, combien de temps il va durer, quel modèle on a prévu d'utiliser. Donc là, c'est pour la génération de texte. Donc, on a là, par exemple, du Llama, du Mistral, etc. Il y a différents nombres de paramètres. Donc, plus un modèle a de paramètres, plus il est généraliste, mais aussi plus il consomme à chaque inférence. On a différents frameworks qu'on peut utiliser, comme Llama CPP, VLLM, PyTorch, qui permettent de déployer le modèle. Et on a différentes techniques de quantisation qui permettent de réduire la taille des poids du modèle et donc de diminuer la consommation du modèle. Souvent avec un impact sur la précision. C'est quoi la quantisation? La quantisation, c'est... on utilise beaucoup de nombres à virgule flottante pour traiter l'IA. Je le fais simple. Ouais. On met un peu moins de chiffres après la virgule, du coup on a un peu moins de précision. Du coup, ça permet d'avoir moins de calculs effectués, on fait ça sur des chiffres moins longs, et du coup on gagne en énergie, mais on perd un petit peu en précision. Après on peut quantiser extrêmement fort, comme on peut quantiser légèrement. Et comme on disait, donc, il y a beaucoup d'étapes dans le cycle de vie de l'IA. Pour l'instant, on est capable d'estimer que la phase d'inférence, puisqu'on a les données pour faire que cette phase-là, mais on aimerait aussi prendre en compte les étapes de fine-tuning, de pré-training des modèles pour prendre en compte tout leur cycle de vie. Et donc sur l'inférence, on a besoin d'informations sur le nombre d'utilisateurs qu'on va avoir, le nombre de requêtes qu'ils vont faire et donc le nombre de tokens, donc de mots qu'ils vont générer. Et ensuite, on a besoin d'écrire l'infrastructure. Et quand on lance l'estimation, ensuite on a les résultats sur la période qu'on a sélectionnée avant. Et on peut aussi voir par année. Et donc on a différents impacts et critères donc, sur la consommation d'énergie, les émissions carbone, l'épuisement des ressources abiotiques et l'utilisation en eau, avec des équivalents qui sont plus parlants. Donc par exemple, là on a 19 allers-retours Paris-New York en avion en termes d'équivalent carbone. Et c'était en choisissant un petit modèle quantisé, bien loin de ce qu'on peut trouver sur ChatGPT. Et on voit aussi les impacts selon les étapes d'utilisation ou de fabrication du matériel. Et on voit que la phase de fabrication, elle a quand même beaucoup d'impact, même si elle est souvent oubliée. Ce qu'on ne voit pas sur le formulaire d'entrée, c'est qu'on a aussi le pays, puisque forcément, après on a, en fonction du facteur de carbonation de l'électricité et de l'énergie, des impacts sur le résultat. Et donc on n'a pas la suite, mais le but c'est de donner des recommandations du coup à cette équipe projet sur comment faire mieux. Et donc par exemple ça peut être utiliser un autre framework, utiliser un autre modèle, essayer différents moyens de quantisation, etc. Jusqu'à maintenant, on s'est rendu compte que VLLM en framework consomme 20% à peu près moins d'énergie que les autres frameworks. Pour le même résultat et pour le même modèle qui est utilisé. Ça peut avoir quand même des impacts assez conséquents. Comment ils ont fait? Ils ont optimisé. Comment ils ont fait pour être moins? Ils ont optimisé justement la gestion de la mémoire, les appels au GPU, au CPU, et fait un système qui est un petit peu plus léger autour. Tout éco-conçu. Et qui a été éco-conçu en fait, plus que les autres qui ont été juste faits pour que ça fonctionne, on va dire, ou Llama CPP qui a été fait par Meta, donc pour les modèles Llama, donc qui optimise un peu plus les modèles Llama qui viennent de Meta que les modèles qui viennent d'ailleurs, même s'il est capable de faire tourner, si on est au bon format de modèle, un peu n'importe quel modèle Llama CPP. Mais il a été fait par les équipes de Llama, donc forcément il est plus adapté. Juste une question sur la capture d'écran précédente. Les résultats qu'on voit à droite, c'est pas la suite des entrées qu'on a à gauche quand même, parce que ça me paraît très très peu. Je vois 32 kWh en énergie consommée, alors qu'il y a 10 000 utilisateurs avec 200 requêtes par an. Ça, je sais pas si... Normalement c'était deux captures. Normalement c'est la capture du C'est la capture qui suit. Ouais. Et après le modèle qui est sélectionné ici c'est un... C'est un 13B, hein. C'est pas, pas un GPT avec 500 milliards de... Vraiment pas beaucoup. Et c'est que sur la phase d'inférence aussi, où ça prend en compte que les requêtes. Donc la phase d'inférence, c'est quoi, pardon? C'est la phase où on va poser des questions directement, sans prendre en compte l'entraînement, toute la phase préliminaire d'entraînement, de fine-tuning. C'est 32 km par question.
par bucket. Non. Non, Non, pour pour les les 5 sur C'est 5 le total sur 5 ans. Pour générer 500 tokens par utilisateur. 5 millions de tokens. Bah, c'est 5 milliards de tokens générés sur 5 milliards, ans. ouais. qui font ça. Sur un petit modèle. Comme quoi, c'est pas forcément tout le temps hyper gourmand en termes d'énergie. Bah là, effectivement, c'est très, Et- très, très, très peu. Et quand, là, c'est en Allemagne, c'est ça, le mix énergétique? France, j'ai l'impression, non? Je sais pas. Non. Non, je crois que c'était Le Allemagne. French C'est House. Allemagne Ah, ok. pour moi. Oui, non. Ouais. Alors, French Household, oui. Mais ici, c'est calculé sur un mix énergétique allemand qui est très carboné. Ouais. Donc, ce qu'on va voir, c'est que la moitié va venir, si on prend en France, on va dire allez, 30% va venir de l'électricité d'utilisation, et le reste, 70% pour la fabrication. Ouais. Alors qu'en Allemagne, forcément, c'est un peu plus en utilisation, et on arrive vers des 50-50 en fonction des mix. Là, c'est un peu plus pour l'Allemagne, qui a un mix, mais ils sont sortis du nucléaire, ils ont pris des décisions qui ont fait que la carbonation de l'électricité est plus élevée. D'autres... Et donc du coup pour finir sur tous ces outils d'estimation, donc au sein de l'équipe Sustainable AI, on fait partie de l'association Boavista, qui est une association qui crée des communs pour diminuer l'impact du numérique. Et on a travaillé sur un projet qui s'appelle BOAMPS, en partant du constat que donc là, je vous ai présenté, il y a énormément d'outils qui existent, mais ils ont chacun leur spécificité et il n'y en a aucun qui est hyper large et qui prend en compte toutes les étapes de vie, du cycle de vie, toutes les infrastructures et tous les modèles possibles. Et donc tout ça, c'est parce qu'on n'a pas assez de données expérimentales. Et donc le but de ce projet de BOAMPS, c'est de fabriquer un format standard pour pouvoir partager des données sur la consommation d'énergie des systèmes d'IA. Et donc un repo d'open data où on viendrait partager et pouvoir visualiser toutes les données qui ont été collectées. Donc par exemple, si on a deux entreprises différentes qui font tourner des workloads d'IA en interne, et ben elles ont un format standard pour décrire leurs tâches d'IA et la consommation d'énergie associée. Et donc, toutes ces données recueillies, elles permettraient de faire avancer l'état de l'art sur des mesures d'éco-conception vraiment quantifiées, de faire avancer la prédiction d'impact et donc faire avancer l'outillage général. Et donc, pour ce projet, il est surtout basé dans Boavista, mais on est en collaboration avec différentes autres associations et organisations. Le but est vraiment de mettre à disposition aussi toutes ces datas pour que ça puisse être utilisé par des chercheurs, par Boavista, n'importe qui. c'est quoi, pardon? C'est une association C'est une C'est association. une association. qui a créé notamment Boavista Pays qu'on présentait dans les outils Entre avant. Ok. Et donc il y a différents groupes de travail, et donc là c'est celui de Machine Learning qui travaille sur ce projet-là. C'est ça. Alors, on va essayer d'aborder maintenant un petit peu les bonnes pratiques pour pouvoir justement comment, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut réduire, parce que ça a beaucoup d'impact, comment on peut faire. J'ai repris toutes les phases de l'IA, je vais y aller très vite. Il y a des choses à faire à chacune des phases. Si vous accédez au support après, vous pourrez voir un petit peu, alors c'est en anglais, mais déjà des pistes de ce qu'on peut faire à chacune de ces phases-là. Pour reprendre, on a sélectionné quelques phases, parce qu'on n'a pas une conférence très longue. Donc, premièrement, dans la partie init. Et pour faire simple, interroger le contour du besoin. Ceux qui ont assisté à la conférence précédente, ils parlaient bien vraiment du design, et c'est important de pouvoir cerner ce besoin. Une IA ne répond pas forcément tout le temps aux besoins, et toutes les fonctionnalités qu'on imagine et qu'on souhaiterait ne sont pas forcément tout le temps utiles. Ça, c'est la première notion d'éco-conception. Si une IA ne répond pas forcément aux besoins, c'est qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres algorithmes qui peuvent répondre de manière même avancée à des besoins qui sont assez complexes. Mais il est possible que ce soit une IA qui corresponde aux besoins. Si c'est une IA, c'est pas forcément un LLM, c'est pas forcément un modèle de langage. Plein de modèles d'IA. On a mis quelques exemples de ce côté-là. On va pas faire un cours magistral sur l'IA. Vous voyez qu'il y a beaucoup de branches dans ça, et par capacité ou par fonctionnalité, en fonction des types d'IA, on va retrouver une très grande diversité. Et on va pouvoir faire ce petit schéma entre le machine learning et l'intelligence artificielle, le deep learning qui est là, le natural language processing qui est là, et le computer vision. Et on va avoir le LLM qui est au cœur de tout ça. Donc le LLM, c'est un cas particulier de l'IA, certes, qui a extrêmement de potentiel et beaucoup de capacités, mais qui n'est qu'un cas parmi d'autres. Si on a un LLM, c'est ça qui va nous pousser à choisir un LLM. En gros, pour faire simple, l'utilisation du langage, qu'on a besoin de lui parler, parce que forcément c'est son plus gros intérêt, c'est de lui parler. D'avoir des échanges complexes, parce que si c'est juste lui parler, on a aussi des systèmes qui permettent de parler, qui ne sont pas forcément des IA, et un léger besoin d'improviser pour créer des réponses à partir d'une documentation, par exemple. On peut penser aussi modulaire.
et ne pas faire des agents monolithiques, c'est-à-dire souvent on veut utiliser un LLM pour tout faire, ça va répondre à tout. Là on peut très bien avoir, par exemple je prends l'exemple d'un système de gestion de réseau électrique, une IA qui va gérer le réseau et un LM, un modèle de langage, plus petit IA qui va juste être là pour lui parler, puisqu'on a besoin de lui parler en mode texte, parce que c'est une exigence du client. Et bien ce module-là, il va apprendre à parler à un système qui lui n'est pas fait pour parler le langage humain, on va dire, il va parler un langage technique, et on va pouvoir l'activer, le désactiver pour ne s'en servir que quand on a besoin de lui parler ou de débugger des choses. Donc, il faut choisir l'IA avec sagesse, un petit peu essayer de démontrer ça, et ne pas être dans une démesure de moyens pour répondre à un objectif simple. Pour ça, on va voir 2 points, la data et le choix d'un modèle. Côté data, on va faire rapide, mais à chaque fois qu'on va avoir besoin de faire un fine-tuning ou d'essayer d'affiner son modèle, on va l'entraîner et le réentraîner, comme quand on a entraîné de base un modèle. Et on a souvent cette courbe ici, où on va voir que là, ici, on a le nombre d'entraînements, et ici, on a la précision du modèle. Donc en gros, on veut atteindre une précision la plus élevée possible en général. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que là, on a une forme qui vient s'allonger et s'aplatir en haut, et donc, qu'au bout d'un moment, on a beau réentraîner beaucoup, on a des gains de précision qui sont très faibles. L'idée, pour pouvoir faire le plus proche d'une éco-conception, c'est de se dire qu'il faut savoir s'arrêter le plus tôt possible ici. Parce qu'après, on va avoir des gains qui sont quasiment infimes par rapport aux résultats, et donc qui ne sont pas significatifs. Enfin, si on est dans le cas d'un RAG, bien sélectionner un RAG, c'est on va prendre un modèle de langage, on va prendre de la documentation, et on va augmenter la réponse du modèle de langage avec la documentation. On va faire une recherche dans la documentation, on va transmettre au modèle de langage la question et, on va dire, la recherche qu'on a fait dans cette documentation, et il va nous faire une réponse augmentée. Bon, pour ça, il faut sélectionner des documents. L'idée, c'est de sélectionner des documents de référence le moins souvent et de créer des contextes, comme des sessions, qui vont permettre de réutiliser la vectorisation de ces documents, plutôt que de le refaire à la volée à chaque fois. Et sélectionner les documents avec sagesse, et surtout, souvent, on a une documentation pléthorique, il faut aller précisément extraire de cette documentation ce qui va nous intéresser pour répondre aux questions qui répondent aux besoins, plutôt que de lui intégrer l'ensemble de la documentation. Ça va faire des systèmes plus précis, et en plus économes. Je ne fais pas un cours magistral sur l'ensemble des éléments de fine-tuning, mais vous voyez qu'il y a une ribambelle de possibilités pour améliorer des systèmes, la mixture expert distillation, on a parlé de quantisation déjà, le pruning, l'aura, enfin bref. Là, faites appel à des experts si vous devez aller vers ce type on va dire de méthode d'affinage d'un modèle. Enfin, bien choisir son modèle. Un modèle, déjà on va avoir 2 grands choix. C'est ou utiliser un modèle qui est sur étagère déjà existant, penser à tous les LLM dont on a entendu parler, qui ne sont pas les seuls, mais dont on entend beaucoup parler, mais un modèle déjà existant. Il est déjà entraîné, il a des capacités souvent élargies, par contre il va nécessiter beaucoup de GPU, où on va nous vendre une API pour pouvoir le consulter qui va être relativement cher, ou pas cher dans un premier temps, puis on va se rendre compte dans quelques années que, vu que c'est pas rentable, il va falloir augmenter drastiquement ces prix-là. Et résultat, on ne va pas maîtriser ses coûts. Et donc, les impacts et les coûts sont souvent très élevés. Les impacts parce que ça consomme beaucoup, et donc il faut fabriquer les matériels qui permettent de faire les calculs. Et les coûts, c'est associé aussi à ça, ça consomme beaucoup, donc ça coûte beaucoup plus cher. Ou alors des modèles sur mesure. Des modèles plus légers, à entraîner soi-même, souvent très efficaces dans la tâche à réaliser. Je vous parlais d'un modèle de gestion de réseau électrique, vu avec l'ANITI, un regroupement d'universités, qui ont des projets de chercheurs autour de ça, et ils ont réussi à faire un système avec quelques milliers de paramètres pour gérer un réseau électrique, qui est beaucoup plus efficace que s'ils prennent un LLM, donc un gros modèle de langage, pour gérer le même réseau électrique, avec le même type d'apprentissage complémentaire pour affiner sur le LLM que ce qu'ils ont utilisé pour entraîner le modèle initial. Du coup, on a des modèles beaucoup plus légers qui ne savent faire qu'une chose, mais en même temps, on lui demande que de gérer ce besoin-là, puisque c'est le besoin qu'on a. Et donc, avec beaucoup moins d'impact et un coût d'inférence beaucoup plus faible. Des modèles, il y en a de toute taille, des modèles déjà existants. On va, et là, il n'y a pas encore forcément un accord complet sur ce sujet-là, mais à l'heure actuelle, on va parler de très petits modèles quand on est inférieur à 7 milliards, mais on va commencer à trouver de nos jours des modèles à 350 millions de paramètres, par exemple, donc 0,35 milliards, qui ont des résultats tout à fait pertinents. Des petits modèles jusqu'à 20 milliards et ainsi de suite, et on peut revoir le XL, c'est considéré comme supérieur à 150 milliards. Il faut voir que DeepSeek est à 671 milliards,
que GPT n'annonce pas forcément de manière très transparente le nombre de paramètres qu'il y a derrière ces modèles, mais on doit certainement être autour de ces 600 voire 800 milliards de paramètres. Prenez bien conscience de ce qu'est un milliard par rapport à des millions, ou à quelques milliers pour un modèle fait soi-même sur, par exemple, la gestion d'un réseau électrique. Ensuite, il y a des modèles qui vont être multimodaux, pas revenir à ça, mais vous l'avez certainement vu et entendu parler, qui savent gérer du langage, de la vision, de l'audio, on va dire, et de la vidéo aussi. Donc ils savent parler. Bah, tout ça, en général, ça passe par des encodeurs qui viennent transformer en texte, et c'est interprété souvent par un gros LLM derrière. Ce qui n'est pas forcément un système le plus efficient possible et le plus efficace. Si on n'a pas besoin de ces compétences-là, image, audio, vidéo, autant prendre un modèle qui ne fait que du texte. On aura aussi là quelque chose de beaucoup plus frugal, donc beaucoup plus économe en termes de consommation de ressources. Là, c'est un petit graphe qui vous fait voir que on se dit, je vais utiliser un modèle avec moins de paramètres, du coup il va être moins précis. Et bien là, c'est ce qui fait mentir ça. En rouge, les petits points que vous avez avec un regroupement un peu par ici, ce sont des anciens modèles qui avaient un plus grand nombre de paramètres la plupart du temps, et vous le voyez, une précision ici qui était plus faible. Et ben, les dernières générations, on arrive à faire des modèles, il y en a beaucoup plus, avec moins de paramètres et d'avoir plus de précision. Donc on est à l'aube, hein, au début, dans l'ère de l'IA, et on s'améliore de jour en jour, et on arrive maintenant à faire des modèles avec moins de paramètres, mais qui sont meilleurs que ceux qui avaient plus de paramètres hier. Enfin, pour faire de l'éco-conception, la partie infrastructure et contexte d'exécution va être très importante. Je ne vais pas revenir sur l'infrastructure, on pourrait retrouver ça dans une présentation d'éco-conception générale, mais à bien regarder les choix et les différents choix aussi du pays. Je vais revenir que sur ces facteurs-là, parce qu'ils sont plus liés aux facteurs d'émission dont on a parlé tout à l'heure, et stress hydrique, puisqu'on va être en consommation d'eau. Autant cibler des pays qui n'ont pas de problème, contrairement aux pays en rouge ici, autour de la consommation en eau. Pour le contexte d'exécution, on va d'abord avoir la partie OS et virtualisation. On va faire tourner souvent nos modèles d'IA dans des conteneurs ou sur des VM. La partie VM et conteneurs rajoute une virtualisation sur des machines physiques et donc une surconsommation associée à ces éléments-là, parce qu'il faut les manager, les orchestrer. Ensuite, le langage et le framework, on l'a vu, VLLM plus économe que PyTorch ou la MassMP. Pardon. L'optimisation, les paramètres, on l'a vu, la quantisation. Il y a d'autres paramètres, pardon, qui vont permettre aussi de minimiser la consommation d'un modèle. Je voudrais vous parler en dernier, avant de plus pouvoir parler, d'une nouveauté sortie par Microsoft ce mois-ci. C'est Wina. C'est... Pardon. C'est un contexte d'exécution qui va permettre d'économiser 60% d'énergie et d'avoir non pas une diminution de précision, mais une augmentation de la précision des modèles. Buvez, Et ce sans réentraînement. Prenez votre temps, buvez un Oui. on vous attend. Il y a pas de C'est pour respecter les formats. Ouais, c'est pas grave. Il reste combien de minutes 3 minutes, 2 minutes. Mais ouais. C'est pas grave. Pardon. Donc, Wina, c'est Microsoft. Wina, c'est Microsoft qui a sorti ça au début du mois. Et c'est un contexte d'exécution qui ne marche que sur quelques modèles pour l'instant, et qui est basé sur le fait, en général, quand on a un modèle d'IA, on vient allumer tous les neurones, c'est tous les vecteurs dans la matrice de vecteurs du modèle, en même temps, et on regarde ce qui sort. Là, leur approche, c'est, on va essayer d'allumer que les neurones qui sont sur, enfin, les coefficients, qui sont sur le chemin critique qui va permettre d'améliorer la réponse. Et donc, ils ont des résultats de 50 à 60% de réduction de l'énergie consommée par le modèle, avec une augmentation de la précision. Donc, les réponses sont encore plus pertinentes qu'avant. Et ça, sans réentraînement, sans rien du tout. Donc, on prend le modèle de base, et hop, il consomme 60% de moins que si on le faisait tourner dans un contexte normal. Donc, on voit bien qu'on est au début et qu'il y a encore beaucoup de progrès et beaucoup d'axes pour améliorer le rendement et l'efficience énergétique des modèles d'IA. Et donc du coup, on a présenté certaines des bonnes pratiques qui existent, mais il y en a énormément. Et on a du coup mis en place un repo
participatif des bonnes pratiques en interne. Du coup, pour l'instant, sous format d'Excel, où on a du coup plein de pages qui représentent les différentes étapes d'un cycle de vie de projet IA. Et donc, on a des bonnes pratiques qui peuvent s'appliquer dès les phases de conception, des bonnes pratiques sur le choix des modèles, des datas, des infrastructures, sur les moyens et les outils de mesure qu'on présentait tout à l'heure. Et donc tout ça c'est disponible en interne et il est aussi collaboratif pour que toutes les équipes projet qui ont des bonnes pratiques à partager puissent les rajouter facilement. Et du coup, très rapidement, la dernière partie c'était sur raisonner nos usages et comment on peut agir à son échelle si on ne travaille pas sur un projet IA, en tout cas à l'échelle de nos propres utilisations d'IA au quotidien. Donc déjà, est-ce que ça a un impact? Oui, donc ça c'est une des figures du Shift Project qui montre que les usages sont tout à fait liés avec les infrastructures et que donc si on ralentit les usages, on ralentit aussi toute la partie infrastructure et donc les impacts qui sont liés à l'IA. Et donc quelques leviers importants, c'est de toujours remettre en question le besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un LLM au lieu d'une recherche classique sur un moteur de recherche? Est-ce que j'ai besoin de générer de l'image, de la vidéo? Est-ce que je ne peux pas utiliser un modèle plus petit? Et aussi toujours essayer de générer les réponses et les quantités de données les plus faibles possibles. Et on a des bonnes pratiques plus concrètes sur quelques outils qu'on utilise au quotidien. Donc GitHub Copilot, c'est l'IA qui aide pour intégrer aux IDE pour le code. Et il y a par défaut une fonctionnalité d'autocomplétion qui fait qu'à chaque fois qu'on écrit une lettre, un mot, l'IA va essayer de deviner la suite et de proposer des lignes de code. Et donc ça, on a vu qu'en moyenne, ça envoie 9 requêtes par minute qui sont donc pas sollicitées par le développeur, qui sont automatiques et qui font une consommation d'énergie équivalente à un demi, voire un laptop supplémentaire. Donc c'est comme si le développeur utilisait 2 laptops en parallèle au lieu d'en utiliser qu'un seul. Alors qu'on voit qu'en moyenne, il y a seulement 10 à 15% de ces propositions qui sont acceptées par les développeurs. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qui est là de base et qui est très facile à activer et désactiver. Et donc l'utiliser uniquement quand il y en a vraiment besoin, ça permet déjà d'énormément diminuer sa consommation d'énergie et de ressources. Et sur Microsoft 365 Copilot, c'est du coup l'IA qui est intégrée à tous les outils Office. Et notamment sur PowerPoint, depuis quelques semaines, il y a un designer automatique qui, à chaque fois qu'on crée ou qu'on écrit quelque chose sur une slide, nous suggère des nouvelles slides basées sur le contenu qu'on a écrit automatiquement. Et donc il y a souvent des options qui sont mises, là j'ai sur le qui n'est pas tant en avant de base, mais qui permet de diminuer, d'arrêter ces fonctionnalités automatiques qui ne sont pas vraiment nécessaires, ou en tout cas pas demandées directement par l'utilisateur. Et sur Teams aussi, on a la transcription automatique qui est lancée lors de chaque enregistrement. Et quand il y a la transcription, du coup, ça déclenche aussi les résumés automatiques et les générations d'actions pour la prochaine réunion, etc., qui ne sont pas toujours utiles quand on veut juste enregistrer pour revoir certaines parties. Et donc, c'est aussi très facile à désactiver pour économiser des ressources. Et donc, globalement, sur toute cette partie-là, on essaie de faire prendre conscience au maximum à tous les collaborateurs de l'impact des outils d'IA. Notamment, on est en train de développer une calculette des impacts de nos utilisations professionnelles d'outils d'IA avec tous ces outils-là qui sont ciblés dans le but de sensibiliser et de raisonner les utilisations d'IA des collaborateurs. Et ça passe aussi par la formation avec différentes sensibilisations, une nouvelle formation IA responsable qui sera dans le onboarding de tous les nouveaux arrivants à Sopra, et d'avoir un maximum de formés à la formation numérique durable et éco-conception qui est en train d'être mise à jour pour prendre en compte les spécificités liées à l'IA. Pour conclure, on avait mis certains documents de référence dont on n'a pas eu le temps de parler, mais ça c'est différents frameworks qui mettent en avant les méthodologies pour prendre en compte les mesures et des bonnes pratiques, dont celui de la FNORSPEC où on a participé à sa rédaction, donc on connaît très bien et qui est très complet, et des rapports du Shift Project et de l'IA sur l'état actuel de la consommation d'énergie de l'IA. Et donc en conclusion, on a mis en avant plein de bonnes pratiques et on voit qu'il y a plein de bonnes actions qu'on peut mener à l'échelle d'un projet ou à notre échelle individuelle. Et si vous voulez plus d'informations, on a une page Sustainable AI sur le Raise Hub avec toutes nos présentations et nos contacts si vous avez besoin de plus d'informations. Merci. Merci. Désolé pour... Non mais désolé d'avoir failli vous tuer. Non, c'est la voix qui... Après avoir un truc.
Merci pour le format parce qu'en Oui, on essaie de faire court. il est super, je trouve. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis DSI La Poste et on lance, comme dans beaucoup de DSI, des programmes d'accélération de l'IA. Alors, pour les besoins de la DSI en l'occurrence, développeurs, mais aussi fonction support. Voilà, le truc classique, et on est au démarrage d'un programme d'accélération, on a beaucoup testé, on a fait du test and learn, et maintenant on va industrialiser un peu tous ces outils, et donc là il n'est pas trop tard pour prendre en compte tous ces concepts. Donc moi ça m'intéresse que vous puissiez venir nous accompagner, enfin au moins éveiller le codir, prendre conscience. Et on est labellisé numérique responsable niveau 2. Et j'ai pas encore vu ces concepts-là dans la labellisation. En tous les cas, nous on est labellisé depuis 2 ans, donc on est en renouvellement de labellisation depuis 3 ans maintenant. Il y en a un, parce qu'on est nous aussi sur le renouvellement du niveau 2, là, avec on est en train de construire une base de preuves, et autour de l'IA, oui, il y a moyen de tout ce qui est formation, c'est dedans, tout ce qui va être... Il n'y a pas de questions spécifiques à l'IA. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le moins spécificisé, donc c'est est-ce que vous faites des choses là-dessus, et dans chaque catégorie, on peut répondre sur la partie IA ou pas. Il n'y a pas de questions directement. Mais là, c'est vrai que c'est spécifique IA, c'est hyper important parce que c'est certainement ce qui va... Enfin, vous l'avez présenté tout au début, hein, c'est ça qui va croître de manière exponentielle. Je ne sais pas dans quelle mesure, et je pense que personne ne sait. Personne ne sait encore, et ça a l'air de prendre une tournure plutôt de scénario, je dirais extrême, comme on dit, avec une adhésion de beaucoup de monde et voilà, la volonté de remplacer beaucoup de choses par l'IA. Après, je ne suis pas du tout une spécialiste, moi, de l'IA et des technos. Par contre, derrière l'IA, il y a de la data. Vous n'en parlez pas du tout. Et en fait, la frugalité sur la data et gérer le cycle de vie data, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on sait créer des data, on ne sait pas trop les tuer. Et c'est vrai que c'est aussi des concepts... Ah oui, vous l'avez mis en phase 2. Ouais. Non, et j'ai été un peu plus vite parce qu'on n'a pas un truc, mais juste après, on a quand même un petit élément sur la data où j'ai parlé là, du RAG et du fait de gérer sa data de manière le plus efficiente possible. Attention à la quantité de données en entrée. Alors après, avec la data, il y a plusieurs axes. C'est-à-dire qu'un modèle d'IA, si on est un gros modèle LLM et qu'on veut l'entraîner, on a besoin d'énormément de data. Et ça peut avoir un impact énorme sur le coût d'entraînement, puisqu'il va falloir la stocker, il va falloir l'utiliser, la lire, bref, la groomer, enfin, plein d'opérations à faire dessus. Et ça, ce jeu de données, il va servir que pour entraîner le modèle. Une fois que le modèle est entraîné, le jeu de données, on n'en a plus besoin. Donc là, il peut disparaître presque, c'est pas très grave, le modèle est fait. Ensuite, on va avoir, en milieu d'entreprise, quand on utilise des modèles déjà faits, de type LLM, on va vouloir les augmenter avec des corpus documentaires, par exemple à la Poste, où ils veulent rajouter toute la documentation, par exemple pour la compte postale, je ne sais pas, qui vient les décrire toutes les conditions des contrats. Et ça, on va pouvoir les intégrer dans une matrice de vecteurs à côté du modèle et faire communiquer les deux ensemble. Et quand l'utilisateur client va poser une question, va faire appel à la documentation typique de la société pour augmenter la réponse de l'IA qui, elle, ne sait pas, puisqu'elle n'a pas eu ces éléments de documentation interne dans ses datas d'entrée. Et là, il y a le management de ces données, oui, qui va être important. Les cycles, ne pas le revoir trop souvent, ne pas se dire, ah bah tiens, on a changé 2 lignes, je vais réentraîner, je vais recalculer la base de documentation. Moins on va le faire souvent, plus on va économiser. Et souvent, on n'a pas de pertinence de le faire à des fréquences élevées. Et c'est pareil, on va de préférence essayer de le faire une seule fois et de le mettre et de le stocker comme un objet fini en disant, bon ben voilà, je l'ai fait. Et pas le refaire à chaque fois qu'on relance, par exemple, le système ou à chaque fois qu'un utilisateur se connecte, ce qui des fois est parfois le cas. Ça, c'est pour les modèles de RAG. Mais après, la data pour l'IA, si on entraîne soi-même un modèle, effectivement, on va devoir gérer de la data. Donc il va falloir faire attention. La data, il faut savoir la sélectionner. C'est tout un métier, la sélection de la donnée. Si on, par exemple, reprendre l'exemple du LLM, où ils se sont rendus compte que pour pouvoir équilibrer un modèle, il lui fallait des données d'un peu de tous les types. C'est-à-dire que si on fait un LLM pour aider à faire du développement, si on lui fait bouffer que des lignes de code, il est nul à la sortie et il ne sait pas parler et il ne sait rien faire, ou presque. Donc il faut aussi lui donner des éléments de langage, mais il faut aussi lui donner des éléments qui ne vont pas être du tout dans le contexte du développement. Ça peut être des textes autour, je sais pas, de l'art, ou qui va le nourrir aussi. Donc il ne faut pas donner que ça, bien sûr, mais il faut savoir équilibrer ce jeu de données.
Donc même si on est sur un réseau électrique, il va falloir donner des cas qui marchent, des cas qui ne marchent pas peut-être, pour qu'il apprenne de tout ça aussi. Et avoir les stratégies d'entraînement. On rentrerait dans des techniques d'entraînement d'IA un peu avancées, mais... Donc oui, il y a une question sur la data, mais la plupart du temps, les très grosses quantités de données, c'est au moment des créations des LLM, des très gros LLM, et ça se pose pour les boîtes qui font ces modèles, moins pour les clients finaux. Quand on parle d'entraînement de petits modèles, on est sur des quantités de données qui sont plus raisonnables. Vous parliez du fait qu'on est sur un rythme d'adoption qui suit plutôt le scénario extrême. Je pense que ça pose la question de la limite du fait de pointer la responsabilité individuelle dans, parce que vous parlez des initiatives individuelles qu'on peut mettre en place, dans ce processus de régulation des usages. J'ai envie de faire un parallèle, je pense que la bonne solution elle est au niveau de la réglementation, au niveau collectif, de ce point de vue-là. Et je fais le parallèle souvent avec la cigarette. Pendant très longtemps, que ce soit en France, mais surtout aux États-Unis, ça a plutôt mieux marché aux États-Unis. On a fait des campagnes de sensibilisation auprès des fumeurs qui diminuent leur consommation. Et que ce soit aux États-Unis puis en France, on a constaté qu'en fait la vraie baisse de consommation, elle a commencé, puis le recul de l'âge de la première cigarette a commencé quand on a mis les premières lois qui ont interdit de fumer dans les espaces publics, de fumer dans les restaurants, dans les gares. Dans les vins, la publicité, ouais. Et l'augmentation du prix. C'est ça. Exactement. Surtout. Et après, l'augmentation du prix, c'est ce qu'on voit le plus en tant que consommateur, mais il y a toutes ces lois qui sont venues en parallèle. Et ça a été efficace, pour le coup. Et je pense que sur des choses comme l'IA, c'est peut-être à ce niveau-là que se situe le bon... On est d'accord. Nous, on est sur plusieurs axes. Il y a ce côté-là, et c'est pour ça qu'on intervient au niveau de l'AFNOR pour la régulation. Donc, alors là, c'est des recommandations qui sont sorties de l'AFNOR à l'échelle française. Cette année, on participe au niveau européen, à l'établissement d'un règlement au niveau européen. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est déjà que les utilisateurs savent quand est-ce qu'ils utilisent un produit d'IA ou pas. Parce que des fois, c'est masqué derrière. Ouais. Donc, alors que la clope, on sait qu'on achète une clope. On ne peut pas te faire fumer une clope à l'imbu de ton plein gré, si je puis dire. Alors que l'IA, on peut te la faire utiliser à l'imbu de ton plein gré. On dit, tiens, regarde cette appli qui te permet de détourer ta photo, pouf, c'est de l'IA derrière. Ça pourrait être autre chose. Donc déjà, identifier et être transparent dans où est-ce qu'on en utilise, et dire aux gens, c'est ça. Après, éventuellement, imposer d'avoir, quand on utilise une IA, automatiquement dans la même interface utilisatrice, l'impact de son utilisation. Là, ça a un effet aussi de prise de conscience pour les personnes. Comme tu dis, la réglementation après, c'est ce qui va faire Et l'axe pour la publicité et faire prendre conscience par des spots et des choses comme ça pourrait être intéressant. Là, par contre, ça nous dépasse. Nous, on peut contribuer à des choses, mais c'est au-delà. Et pour la partie prix, on est sur un marché ouvert, un marché libre, et j'espère qu'on n'est pas naïf, et qu'on voit bien que les très grosses boîtes qui trustent le marché cassent les prix énormément pour donner accès à leur propre modèle, font des levées de fonds phénoménales juste sur une capitalisation plutôt boursière, donc sans réellement des gains économiques donc qui ne sont pas rentables en fait, et ils développent, ils captent le client. Les prochaines étapes, ça s'est passé dans d'autres domaines, c'est maintenant qu'on vous a bien capté, on va aligner les tarifs et vous allez voir, ça va remonter. Là, on aura une prise de conscience aussi. Mais pour l'instant, on est malheureusement dans cette phase où, par défaut, on le disait dans les trucs, tous les outils d'IA sont ouverts par défaut. C'est-à-dire tu prends GitHub Copilot 365, tu as tout le fromage qui est par défaut activé, et c'est à toi de dire « Ah ben non, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça ». Puis on l'a vu avec PowerPoint, à chaque utilisation, si on ne désactive pas dans les registres, c'est à chaque utilisation qu'il faut le désactiver. Exactement. Alors que sur GitHub, une fois que c'est désactivé, c'est désactivé. C'est ça. Donc, après, c'est grâce à l'interface. Donc nous, on lutte pour... On arrive avec des produits qui soient désactivés par défaut, et que ce soit la demande de l'utilisateur, toujours en propre conscience, qui se disent « Bah oui, je veux utiliser ça parce que j'en ai besoin ». C'est pas par défaut, j'ai balancé les requêtes. Et ça, c'est pas forcément évident parce que on lutte contre des géants et contre des choses qui sont aussi parfois compliquées à intégrer en entreprise. Oui, c'est pas très grave, c'est pas si au final, c'est important. Et puis l'entreprise qui sera plus vertueuse que les autres, elle s'expose à un risque concurrentiel aussi de la part des autres, parce qu'ils le seront moins, et qui pousseront des modèles plus performants parce que plus gros, plus généralistes, et donc plus simple d'utilisation parce que les gens se diront non mais ça fait tout, je préfère adopter ça, on l'a vu sur d'autres marchés. Et donc effectivement dans cet environnement-là, ça me paraît assez insoluble de pousser les acteurs à être
plus vertueux que les autres, alors que ça peut se faire à leurs dépens. Je dis souvent, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Oui. Donc, s'il n'y a pas un peu d'appétence côté client ou côté utilisateur, de toute manière, on ne va pas faire des choses qu'ils ne veulent pas faire contre leur volonté. À moins d'être dans, et là c'est plutôt la partie étatique, j'impose des lois qui font que tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Ou je te mets un prix avec des taxes qui vont faire... Bon, là, on rentre dans un autre domaine. Moi, personnellement, j'aimerais bien que l'être humain arrive à s'auto-responsabiliser. Ça serait bien qu'on évolue un petit peu et qu'on passe de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte. Mais malheureusement, comme tu le dis, souvent, c'est par imposition que ça passe et qu'on arrive à faire avancer les choses. Oui, on peut le voir différemment. L'être humain, au niveau individuel, c'est compliqué, effectivement. Mais au niveau collectif, on a des instances qui nous permettent de décider collectivement de... Tout à fait. D'où aussi la nécessité de savoir, et donc de mesurer, et donc d'avoir accès à ces éléments-là. Nous, on lutte vraiment pour ça, c'est-à-dire outiller, analyser les consommations, on peut être surpris, surtout, c'est pas beaucoup. Quand même, sur ces modèles-là, c'est ça. Oui, je reste quand même étonné, parce que ça fait, j'ai fait le calcul rapidement, ça fait moins d'un dixième de seconde par requête sur un GPU, un